Bonjour à toutes et à tous, au nom de l'Association des Tarnais de Paris. Nous sommes aujourd'hui, quelques jours après la première diffusion de la visioconférence de Claire-Lise Reynaud, parce qu'on a eu un souci technique le 29 avril et on n'a pas pu enregistrer cette visioconférence. Mais devant son succès et devant toutes les demandes qui nous ont été faites, nous allons vous proposer un replay et l'objet de la visio d'aujourd'hui, c'est de vous d'enregistrer pour vous ce replay. Donc, les participants ne sont pas là. C'est moi qui poserai les questions qui avaient été posées lors de la première visio. Pardon par avance si j'en oublie une ou deux. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, de toute façon rentrer en contact par mail avec Claire-Lise. Mais en tout cas, donc, ne soyez pas surpris. Nous sommes donc en configuration d'enregistrement de la visio pour vous et elle sera ensuite accessible en replay sur le Facebook de la page donc, des Tarnais de Paris. Donc, je vous donnerai là aussi les liens. Il faut être donc abonné à notre page Facebook, mais c'est comme ça que vous pourrez réécouter ou écouter, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion, cette visioconférence. Et si jamais vous n'arriviez pas ou n'avez pas de compte Facebook, faites-moi un mail, françois@tarnetparis.fr et je trouverai le moyen de vous envoyer un lien pour écouter. Voilà. Donc, ceci étant dit, encore une fois, bienvenue au nom de l'Association des Tarnais de Paris et on rentre directement dans le vif du sujet puisque je passe la parole à Claire-Lise Reynaud, que je salue aujourd'hui, donc, pour sa nouvelle visioconférence donc sur le protestantisme almazamétain de la Réforme à nos jours. Bonjour Claire-Élise et à toi la parole. Merci François et bonjour à tout le monde. Juste quelques mots sur le choix de cette présentation. C'est un choix qui n'est pas anodin puisqu'on va retrouver un petit peu comme une espèce de fil rouge quelques notions que j'ai choisies pour faire cette présentation. Sur la gauche, la croix huguenote, ce bijou fièrement accroché dans les maisons protestantes ou autour du cou des protestants. Pour mémoire d'une histoire mouvementée dont on va parler, on en reparlera bien sûr, et puis du bleu, blanc, rouge pour rappeler l'attachement inconditionnel des protestants en général, des protestants mazamétains en particulier, aux valeurs de la République française et à sa devise. Et enfin, même si ça ne se voit pas trop, sauf pour les habitués, les geeks de l'informatique, j'ai choisi comme police d'écriture l'écriture Garamond, puisque Garamond, Claude Garamond, élève d'Antoine Augereau, a été parmi les premiers éditeurs, imprimeurs. D'ailleurs, quand ils étaient protestants, pratiquement tous exécutés sur le bûcher, sauf ceux qui ont eu le temps de fuir en Suisse. Voilà pour l'introduction. Je passe maintenant, bien entendu, au plan de l'exposé en 5 parties, avec des parties qui seront plus courtes que d'autres. L'implantation de la réforme à Mazamet jusqu'à l'édit de Nantes, le temps du désert huguenot, les protestants mazamétains pendant la Révolution française et le 19e siècle, 19e et début 20e, l'âge d'or des protestants mazamétains dans tous les domaines, et enfin les protestants mazamétains des années 40 à nos jours. Suivante. Martin Luther, voici l'homme, Ecce Homo. Très rapidement, Martin Luther, moine allemand, qui, pour protester contre le trafic des indulgences, dont je pense que tout le monde a entendu parler, placarde ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, en Allemagne. C'était le 31 octobre 1517. On parle, les historiens apprécient cette boutade, et moi aussi, de la première révolution d'octobre, pour l'opposer un petit peu à celle qui a eu lieu 400 ans plus tard, la révolution bolchevique. Que dire rapidement? C'est que ces idées nouvelles, puisqu'on parlait d'idées nouvelles, ont déjà gagné toutes les villes françaises, en plus de Paris, Toulouse et Lyon, dès 1520. Et ce sont 2 moines qui ont prêché ces idées.
sont arrêtés à Castres et à Burlatz et brûlés vifs à Toulouse en 1536. Et en 1560, il y a déjà des protestants calvinistes à Mazamet et 3 ans plus tard, le premier pasteur, Antoine Roussel. Ces premiers protestants sont appelés par les catholiques, je pense pas qu'à Mazamet mais dans la région, les malsentants de la foi. Ce que je peux dire aussi, c'est que le pouvoir catholique de la Sorbonne s'est fait surprendre par la rapidité de la diffusion et va lutter contre ce qu'il appelle la peste luthériste avec les bûchers. Image suivante. Le château de Montlédier, pas très loin de Mazamet. Qu'est-ce que je peux dire sur le château de Montlédier? C'est rappeler une question qu'il faut se poser tout de suite. Pourquoi ces idées se sont-elles répandues si vite, surtout dans des lieux aussi reculés de notre région, la Montagne Noire, les monts de Laconne, Castres et Mazamet? Il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est qu'en Occitanie, les gens, depuis presque toujours, j'allais dire, ont été hostiles d'abord au pouvoir centralisateur et totalitaire du pape à Rome, pensez au Qatar, et du pouvoir royal à Paris et du pouvoir de la Sorbonne. Qui sont ces gens hostiles à ces pouvoirs? Les humanistes, des bourgeois, la petite noblesse, artisans, les seigneurs de village, Aiguefonde, Montlédier, qui s'enflamment à l'idée de pouvoir revenir aux valeurs d'une vraie communauté de croyants et dans la tradition de cette époque-là, ne pas oublier que les fermiers, les métayers, les employés prennent la religion de leur Seigneur. Suivante. La Bible, toujours ouverte dans un temple. Celle-ci vient du temple Saint-Jacques. C'est une traduction un peu tardive de Neuchâtel, 1772. Elle est là pour rappeler, toujours ouverte, que c'est la parole de Dieu qui prévaut. Et en réponse à un des principes, le premier de Luther, écriture seule, c'est-à-dire sola scriptura. La deuxième explication, tant qu'on a la Bible sous les yeux, elle est liée justement à la traduction de la Bible en langue vernaculaire, c'est-à-dire en langue originale et populaire, grâce à l'imprimerie. Et cet attachement très fort des protestants dès le début à la vérité et à l'authenticité du texte de la Bible. Ces textes qui sont distribués, colportés dans les vallées, les montagnes. Les traductions de la Bible viendront plus tard, Lefebvre d'Étaples, Olivetan, Erasme, Guillaume Farel. On se réunit en secret, on lit, on discute. Il y a une troisième explication, puisque c'est le thème de la liberté de conscience, la liberté d'expression qui enthousiasme également, car elle implique une revendication, plus tard on dira encore aujourd'hui une résistance contre toutes les charges royales, qu'elles soient ecclésiastiques ou autres. Et enfin, rappeler l'attachement des protestants aux libertés. On parlera très vite de libre arbitre qui va permettre 2 siècles plus tard, on en reparlera, à 2 pasteurs de rédiger les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Suivante. Voilà une gravure de Jean Calvin, réfugié à Genève pour échapper au bûcher. Genève qu'on appelle déjà la Rome des protestants. Calvin, parce qu'il a une devise qui complète celle de Luther, qu'il reprend à son compte, mais il ajoute un temple, une école. Et dès les débuts de la réforme calviniste dans le bassin mazamétain, il y a déjà 5 écoles. On pourra en reparler plus tard quand on parlera de l'école. Suivante. Gaspard de Coligny, l'amiral de Coligny, pour rappeler que dès les débuts de la réforme, les violences et les massacres existent partout en France. On parle de la Saint-Barthélemy, mais
On estime que c'est en 1562, pratiquement 10 ans avant le massacre de la Saint-Barthélemy, que le premier massacre a eu lieu dans une grange à Vassy qui se trouve en Champagne. La nuit de la Saint-Barthélemy, l'amiral de Coligny a été massacré de façon épouvantable. Cette statuette s'est retrouvée dans les caves d'un temple dont je parlerai plus tard, le grand temple appelé aussi Temple Neuf, et une phrase gravée dans la statuette: la chose que j'avais le moins de regrets, c'était sacrifier ma personne pour le service de la patrie, à l'époque où les protestants sont très attachés, bien sûr, au service du roi. Suivante. Les ruines d'une église qu'on appelle Saint-Sauveur d'Oppoul. Entre 1573 et 1574, les réformés mazamétains s'emparent d'abord de l'abbaye de l'Ardorel. Ça se trouve sur le Causse, entre Mazamet et la Bruyère. Les moines sont jetés au fond du puits, le trou est rebouché avec les pierres de l'abbaye, et l'année d'après, les protestants s'emparent de cette église Saint-Sauveur d'Oppoul et la détruisent avec un canon appelé le canon Casemès. En fait, vous l'avez compris, pour cette époque, c'était une coulevrine. Mais rappelez surtout que cette époque de violence n'est pas une époque de calme, ni dans un camp, ni dans l'autre. Suivante, deux camps ennemis. Le camp des Rohan qui défend le camp protestant, pour Mazamet défendu par Jacques de Rosé, baron de la Nogarède, et le camp des Guises, bien sûr, qui défend le camp catholique, défendu à Mazamet alentour par le maquis de Ragny. Suivante. Voilà une carte qui illustre un petit peu quelque chose d'assez incroyable que Philippe Joutard, ancien recteur de Toulouse, a appelé le bastion huguenot. Un bastion huguenot où les deux montagnes qui ont servi de refuge, la montagne Noire et les monts de la Cône et la vallée du Torré, entre les deux, ont vraiment été un fief huguenot. En période de paix, on regagne la montagne. En période de guerre, on se réfugie à Oppoul pour les Mazamétains. Quelquefois, déjà, certains gagnent la montagne, les monts de la Cône. En 1665, Mazamet-Oppoul compte 1700 protestants, c'est-à-dire 85% de la population. On pourra y revenir. Suivante. Une gravure de Mazamet que j'aime beaucoup parce qu'on peut déjà deviner cette activité de commerce de draps, bien entendu, commerce dans la région et la vallée du Torré, puisqu'il n'y a aucune route à cette époque-là en direction de Carcassonne. Et les cordelats sont des artisans qui fabriquent des tissus un peu grossiers. Pour montrer, on peut deviner une petite noblesse, une bourgeoisie, mais surtout des marchands textiles, des artisans qui ont été gagnés aux idées de la Réforme. Toutefois, les tracasseries ont repris déjà sous Louis XIII et Louis XIV, puisque le Parlement de Toulouse ordonne la démolition de tous les temples, Mazamet, Aucillon, Oppoul, Aiguefonde, Calmont. Ne pas imaginer que c'était des bâtiments comme on les a aujourd'hui. Ce que l'on appelait des temples étaient en fait des maisons et des granges où se réunissaient les protestants. Les protestants sont obligés de démolir eux-mêmes leurs temples et de payer une amende. 1685, une date fatidique, la révocation d'édit de Nantes, qui est en fait l'édit de Fontainebleau, et une période de souffrance qui a commencé en 1685, on pourrait même dire 2 ans plus tôt, et jusqu'en 1787, l'édit de tolérance qui sera signé par Louis XVI. Image. Une carte du refuge huguenot. Même si les chiffres sont approximatifs, les chiffres écrits en rouge sont le nombre approximatif de protestants qui ont fui la France au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Pays de refuge pour Mazamet,
Une centaine de Mazamétains ont choisi de partir, mais c'est un chiffre très très important pour l'époque, Mazamet étant une toute petite ville, et ils suivent souvent leurs pasteurs qui, eux, n'ont eu que 15 jours pour quitter le territoire français. Seigneur de Montlédier, Jean de Villette et sa famille, Pierre Soulègre, les deux deviendront d'ailleurs directeurs de l'hôpital français de Londres. La ville de Londres accueille également Calas, Cabibel, Cordes, Deventer, Lavergne. La ville de Magdebourg, actuellement en Allemagne, accueille les Ménadier, les Garrigues. Une descendante Garrigue, devenue citoyenne américaine, a épousé Thomas Garrigue-Masaryk, futur premier président de la Tchécoslovaquie. Les historiens estiment que si le royaume de France, sous Louis XIV, a perdu une grande partie de ses forces vives et de ses talents, les pays du refuge se sont enrichis grâce à ces migrants. Suivante. Voilà une carte qui rappelle un petit peu la précédente, qui est la carte des assemblées du désert. Révocation d'édit de Nantes, le culte protestant est interdit, l'état civil est supprimé, les protestants n'existent plus, on pourra en reparler ou l'accentuer. Les premières assemblées se réunissent, elles sont clandestines, autour de prédicants qui font office de pasteurs, puisque les pasteurs sont partis. On parle du début du désert huguenot. Ces protestants qui connaissent leur Bible sur les bouts des doigts parlent d'une traversée du désert en référence à la traversée du désert d'Arabie par Moïse et les Hébreux. La différence, c'est que le désert des Hébreux a duré une quarantaine d'années environ, alors que ce désert qu'on appelle le désert huguenot a duré 102 ans. Nulle part ailleurs dans l'histoire du monde, une période de répression a été aussi longue. Le premier prédicant, Matthieu Escande, métayer au Mas del Pech, au-dessus de Saint-Baudile, est arrêté. Il est pendu, place du Plot, c'est l'actuelle place Olombel, face à l'église de Saint-Sauveur, qui d'ailleurs, toute nouvelle église construite sur l'emplacement de l'ancien temple protestant démoli. Par la suite, bien sûr, les assemblées du désert se multiplient. Les archives gardent la trace de 33 à 35 assemblées clandestines dans un secteur qui va de Saint-Amand à Aiguefonde. Suivante. Deux images actuelles de ce qu'on peut imaginer être une assemblée du désert à cette époque-là, loin de tout, mais le plus souvent, quand c'est possible, au bord d'un ruisseau. À gauche, l'assemblée de l'Estrep, qui est aujourd'hui au bord d'une route qui n'existait pas, et à droite, plus près de Mazamet, l'assemblée du Saut de Linoubre, proche ou à proximité de l'Arnette. Suivante. Un registre de baptême. Au moment des assemblées du désert, on propose soit parce qu'il y a un prédicant, soit parce que deux pasteurs sont revenus dans la clandestinité, le pasteur Pierre Cortès et le pasteur Michel Viala, on marie et on baptise. Quelquefois, il y a plusieurs centaines de présents dans ces assemblées. Nous avons aux archives municipales de Mazamet des registres de baptême, en voilà un, et de mariage au moment de ces assemblées clandestines. Suivante. À gauche, un dragon. À droite, un autre portrait de galérien pour rappeler cette histoire terrible qui déchaîne la répression royale. En effet, les dragons ont toute mission pour convertir de force ou plus pacifiquement si possible les protestants récalcitrants. Tout est permis aux dragons, hormis le viol et le meurtre. L'enlèvement des enfants qui sont enlevés dès qu'ils sont sevrés, c'est-à-dire dès l'âge de 1 ou 2 ans, les déportations aux galères, le pillage des maisons, et je vous l'ai dit, les agressions permanentes de compagnies de dragons qui occupent souvent à une trentaine de personnes une maison de bourgeois protestants. Ce que l'on peut dire, c'est que cette période a marqué, j'allais dire à jamais, les esprits
des protestants mazamétains, comme tous ceux qui ont vécu cette période de répression. Une assemblée en particulier a marqué les esprits, celle du 17 mars 1745 à la Tourette, c'est le lieu-dit Labarouge, aujourd'hui le golfe de Mazamet, qui a été dénoncé, comme presque toujours, surprise par les dragons, plusieurs blessés graves et 9 condamnations aux galères perpétuelles, dont un père et son jeune fils, plus une amende de 5 000 livres, ce qui est énorme pour l'époque, demandée à la communauté de Mazamet. Suivante. Sur la gauche, une gravure qui est au musée de Ferrières, qui peut représenter les dragons qui surprennent une assemblée clandestine. On peut deviner le pasteur et les participants à cette assemblée. Et sur la droite, un objet très particulier qui est un méreau de Mazamet. On voit le H de poule, le M de Mazamet et plus tard ce qui deviendra l'emblème de Mazamet aux poules, le coq. Ces jetons tout petits étaient en fait des jetons de présence distribués aux chefs de famille qui venaient assister à une assemblée clandestine pour pouvoir contrôler qui venait à cette assemblée clandestine, puisque souvent, je vous l'ai dit, elles étaient dénoncées et surprises par les dragons. Suivante. Alors, rapidement, ce que je voulais dire, c'est que les persécutions se sont un petit peu estompées sous Louis XV et Louis XVI, c'est-à-dire la moitié du XVIIIe siècle, tout simplement parce que pour des problèmes financiers, des problèmes de guerre, etc., Louis XV et Louis XVI ont d'autres soucis et d'autres chats à fouetter. Toutefois, et je vais rapidement parler de 2 choses bien connues dans notre région, la tolérance, c'est pas gagné. La preuve, les 2 affaires qui ont secoué notre région, qui sont 2 grandes affaires d'intolérance. Vous avez là une gravure représentant les adieux de Jean Calas à sa famille en 1761. Jean Calas, né à la Cabarède, famille de médecins, de chirurgiens à Mazamet. Il épouse une fille kabybelle, industrielle aussi à Mazamet. Il est marchand de tissus à Toulouse. C'est un bourgeois qui est condamné à mort par l'église Les Capitouls pour avoir assassiné son fils, Marc-Antoine, afin de l'empêcher de se convertir au catholicisme. Il est arrêté, roué de coups, étranglé, puis brûlé sur la place de Saint-Georges. Suivante. À Saint-Alby, plus proche de Mazamet, l'affaire Sirvin, un petit peu identique. Pierre-Paul Sirvin et feudiste, c'est les seigneurs Espérandieu d'Aiguefonde, dont la fille s'est convertie à la Réforme. Pierre-Paul Sirvin est condamné à mort pour avoir assassiné sa fille Élisabeth pour l'empêcher de se convertir au protestantisme. Et pourquoi un lien entre les deux? Ces 2 grandes périodes d'intolérance vont être défendues par Voltaire. Alors qu'il travaillait sur l'affaire Calas, puisqu'il avait accueilli Pierre Calas, l'autre fils qui avait réussi à s'échapper, il reçoit la famille Sirvin. La famille Sirvin qui, elle, a pu s'échapper de Saint-Alby, avertit la nuit qu'on allait arrêter le père. Et le père a donc pu fuir en Suisse. Ce que je peux dire par rapport à cette famille Sirvin, c'est qu'on a pendu en effigie le père Sirvin, rebelote par rapport à Mathieu Escande sur la place du Polo à Mazamet face à l'église de Saint-Sauveur. Et enfin, ce que je pourrais dire, c'est que Voltaire, qui s'intéressait à ces histoires d'intolérance, a écrit dans son traité d'intolérance une phrase qui est sur la stèle du puits Sirvin à Saint-Alby et que vous avez sous les yeux. Si je faisais une religion, je mettrais l'intolérance au rang des 7 péchés mortels. Suivante. Alors, rapidement, dire quelques mots sur ce qui s'est passé au moment de la Révolution française. Là, vous avez en portrait un pasteur mazamétain, Job Jaffar.
avant de dire quelques mots sur Job Jaffar, dire qu'à Mazamet, dans toute la région, à Castres, comme un petit peu partout en France, les protestants ont une attitude plutôt prudente et modérée vis-à-vis de la Révolution. Là, il y a une explication qui est facile à comprendre, même si je suis allée très vite sur ce qui s'est passé avant, c'est que les protestants ont encore un traumatisme très vif de l'époque de la révocation de l'édit de Nantes. Toutefois, certains pasteurs, très courageusement, s'engagent aux côtés de la Révolution, tout simplement parce que il s'enthousiasme surtout sur les idées des Lumières, Voltaire, une fois de plus, qu'on cite, l'égalité, on parle de liberté, et puis surtout pour Job Jaffar, qui tous les dimanches, quand il fait ses sermons, s'enthousiasme pour cette nouvelle constitution de 1791. Pourquoi parler de Job Jaffar? Parce que nous avons un document exceptionnel qui sont tous les sermons qu'il a écrits à la plume pendant toute cette période révolutionnaire. Pardon. Suivante. Un autre pasteur, Marc David Alba la Source, qui est né à Anglès, qui a fait un court passage à Mazamet, puis qui a exercé son ministère à Roquecourbe, Laconne, Réalmont, Castres. Il est député du Tarn à la législative. Son vrai nom, c'était Marc Alba. Mais à cause des persécutions, il s'est fait baptiser ou rebaptiser La Source. Il siège à gauche, bien entendu, à la Révolution. Il défend les protestants et la liberté et il devient très vite ami avec un autre pasteur. On peut passer à la suivante. Jean-Paul Rabot, Saint-Étienne. Que dire de ces deux pasteurs? Alors, Marc David, Alba la Source, Tarnais, Jean-Paul Rabot, Saint-Étienne, Nîmois, qui sont devenus tous les deux des défenseurs des libertés individuelles, qui voulaient améliorer le sort des protestants. Ils sont girondins, ils vont être guillotinés tous les deux. Marc David Alba la Source avait à peine 30 ans quand il a été guillotiné. Ces deux pasteurs, guillotinés en 1793, ont quand même rédigé avec d'autres les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pèsent tant aux protestants. L'article 10 que tout le monde connaît, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Mais je voudrais insister sur l'article 11, qui est un petit peu oublié et qui est vraiment, j'allais dire, le cheval de bataille des protestants mazamétains de tous les temps. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas délimités par la loi. Ceci a donc été rédigé environ 250 ans après la Réforme. Image. Le temple Saint-Jacques à Mazamet aujourd'hui. Que dire pour commencer? C'est que le 19e siècle correspond à l'âge d'or du protestantisme mazamétain, à cheval, j'allais dire, sur le consulat, mais surtout sous la Troisième République. Les protestants sont autorisés à reconstruire leur temple, pardon, des temples détruits, mais ils sont autorisés aussi à en construire d'autres. Et par exemple, celui-là, dont la construction commence en 1800, par souscription, deux familles aisées, la famille d'Antoine Sabatier et la famille de François Cabibel, achètent un terrain à l'ancienne église catholique Saint-Jacques, dont il ne reste plus qu'une vieille masure et le clocher que l'on devine
plus le cimetière qui est aujourd'hui devenu le cimetière, le champ de la ville. Ce qu'on peut dire, c'est que cette masure un petit peu en ruine, depuis la Révolution française, servait de prison à la ville, mais les prisonniers s'en échappaient la nuit. Le toit, on pouvait franchir par des tuiles qui étaient enlevées, les fenêtres qui ne fermaient pas, la porte mal jointe. Aussi, on reconstruit ce temple sur souscription, je le dis, et on en profite, un coup de pied de l'histoire des protestants mazamétains, pour mettre dans les fondations les pierres enlevées à l'église de Saint-Sauveur de Poules, dont vous avez vu les images. Ce temple, appelé le temple vieux, est devenu, parce qu'on préfère l'appeler le temple Saint-Jacques aujourd'hui, un des grands rassemblements de la communauté protestante de Mazamet. Image suivante. Le temple de Calmont, construit en 1831, probablement sur l'emplacement ou proche de l'emplacement d'une ancienne grange qui a servi de temple. Suivante. Le temple du Pont de l'Arne, construit pratiquement en 1841 aussi, la même année que celui de Calmont et du Bousquet. Probablement, on pense aussi à l'emplacement d'une maison qui servait de temple. Suivante. La même année, le temple du Bousquet. Suivante. Un peu plus tard, 1849, une église évangélique. Ces églises réformées évangéliques, appelées évangéliques libres, ont une mission un petit peu particulière, mais on peut dire que ce temple a fonctionné pendant quelques années jusqu'à ce qu'il soit rattaché au grand temple dont je vais parler. J'ai oublié de dire que c'est dans ces chapelles libres que l'on a vu arriver un des grands orateurs et pasteurs, la famille Monod, dont vous avez sans doute entendu parler. Suivante. Alors, je m'arrête quelques minutes sur ce temple, appelé le temple neuf, tout simplement parce qu'il a été construit après le temple Saint-Jacques, inauguré un peu tard, en 1881, à la gloire, bien sûr, du patronat protestant dont je vais parler. Ce temple neuf, la construction a commencé en 1852. Qu'est-ce qu'il faut rappeler? C'est que les protestants, qui sont de plus en plus nombreux, estiment que le temple Saint-Jacques est trop petit. On peut dire aussi que les catholiques sont en train de construire, après l'église de Saint-Sauveur, une deuxième église, l'église de Notre-Dame. Et les protestants demandent au conseil municipal et au maire de Mazamet l'autorisation de construire un deuxième temple au lieu dit La Sagne. Réponse du conseil municipal: pourquoi pas un deuxième temple, mais La Sagne est un lieu humide, infesté de moustiques et bien entendu un quartier très mal fréquenté, y compris par des femmes de mauvaise vie. Ce qui est drôle dans cette histoire d'échange de lettres que nous avons entre les mains quand nous faisons des recherches, c'est que ce temple qui est construit finalement sur le lieu dit La Sagne est à quelques mètres de l'emplacement de la Société des casernes qui a vu arriver les 2 premières balles de laine l'année plus tard. J'en reparlerai. Ce que je peux dire, c'est que l'âge d'or du protestantisme, vous en avez vu déjà quelques temples, n'a pas empêché les dissensions théologiques dès le début, qui ont donné 3 courants qui se toléraient très difficilement, ou on va dire à peine. Et dans la mentalité des Mazamétains et du peuple mazamétain, pour les différencier, on employait le vocabulaire de la charcuterie. On peut passer pour le vocabulaire de la charcuterie, voilà, à l'image suivante, puisqu'il y a eu le petit temple de l'oratoire qui a été construit quelques années plus tard. Alors, pour parler des dissensions, l'église réformée, qu'on appelle ceux du temple neuf, c'est une église consistoriale très libérale,
au point de vue théologique, qui a à peu près 75% des protestants mazamétains. On ne sait pas trop, 3000 probablement, peut-être un peu plus de 3000, qu'on appelle bien entendu l'ou soubré l'art, c'est-à-dire le lard supérieur, autrement dit, le dessus du panier. L'Église réformée évangélique libre, vous l'avez sous les yeux, plus orthodoxe, vraiment. 25% peut-être de protestants qu'on appelle ceux de l'oratoire, l'ougraille fine, c'est-à-dire le gras fin. Je vous ai dit à peu près 25%, c'est-à-dire 900 peut-être 1000 personnes. Et enfin, vous avez vu l'image précédente, l'église évangélique qu'on appelait ceux de la chapelle. Ce sont des piétistes qui voulaient le retour aux sources qu'on appelle la méthode et probablement une petite centaine de personnes. Entre ces trois tendances théologiques, on va dire, il y a eu quand même des choses extraordinaires qui étaient toutes destinées à la population protestante de Mazamet, qui sont des œuvres et des bâtiments. Suivante. Face au jardin public, ce magnifique bâtiment qui a été inauguré en 1902 pour les unions chrétiennes de jeunes gens et les unions chrétiennes de jeunes filles rattachées au IMCA, où on occupe les fillettes jeunes filles et les jeunes garçons à des associations très très proches, j'en reparlerai, du scoutisme. Suivante. Par exemple, une salle d'escrime destinée aux jeunes garçons et destinée surtout à un brassage de population entre les catégories sociales les plus modestes et les enfants de la bourgeoisie et du patronat. Suivante. Au même endroit, une salle de spectacle qui est devenue l'actuel temple de l'oratoire, puisque celui que vous avez vu précédemment a été vendu il y a bien longtemps, d'abord à une imprimerie et aujourd'hui à une usine de cosmétiques. Donc une salle de spectacle qui servait aussi de regroupement, qui servait surtout aux jeunes à faire des spectacles plus tard pour le scoutisme également. Suivante. J'ai parlé du scoutisme. Voilà une photo qui est beaucoup plus ancienne, qui date des années 36-37, au regroupement pour la photo des garçons et des filles, scoutisme masculin, scoutisme féminin, puisqu'à cette époque-là, les garçons et les filles n'étaient pas mélangés. Ce qu'il faut dire, c'est que le protestantisme à Mazamet, un protestantisme riche grâce aux protestants et grâce aux œuvres, ne s'est pas préoccupé que de la jeunesse. Il y a aussi à cette époque-là une société de charité, une bibliothèque de prêt, une collecte de vêtements, une caisse de secours mutuel, une entraide protestante et suivante. Merci. Un refuge des vieillards. Alors, le refuge des vieillards à gauche, inauguré en 1850 dans une rue qui s'est appelée la rue Saint-Jacques, qui donne sur la mairie et le centre-ville de Mazamet, était destiné à accueillir à l'origine 11 vieillards et 7 malades. Aujourd'hui, le refuge des vieillards est devenu le refuge protestant face au temple Saint-Jacques. On voit à peu près sur la droite, sur les deux photos, l'ancien temple Saint-Jacques et l'actuel. Le refuge protestant aujourd'hui occupe pratiquement tout ce quartier de Mazamet. J'allais dire que la communauté protestante avait aussi déjà une société biblique. Suivante. Alors, avant de... je passe bien sûr à la fin du 19e siècle rapidement et puis au 20e siècle avec l'âge d'or du protestantisme mazamétain. Un âge d'or
qui peut se comprendre si, et vous l'avez sous les yeux, un portrait de Max Weber. Max Weber, qui était un sociologue allemand, qui a publié une thèse exceptionnelle, Éthique protestante et esprit du capitalisme. Il l'a écrite entre 1904 et 1905. C'est une thèse assez exceptionnelle qu'on trouve aujourd'hui facilement en livre de poche et traduite en français. Elle est controversée dans le milieu capitaliste et protestant, mais si on se replonge au début du XXe siècle à Mazamet, où les patrons calvinistes sont en pleine réussite industrielle, pour bien des points et presque tous, on peut dire que la thèse de Max Weber correspond à cette éthique des patrons protestants et au capitalisme. Pour résumer ce qu'a dit Max Weber, en gros, voilà ce que l'on peut dire. Pendant que le catholique prie pour son salut et achète son salut à force d'offrandes, de pèlerinages et de dons, le catholique travaille beaucoup, y compris pour son salut. Et pour cette thèse, Max Weber, qui est allemand, s'est appuyé surtout sur Luther, qui condamnait l'oisiveté des moines, bien sûr, qui condamnait la paresse, et pour Calvin, qui reprend les thèses de Luther, Calvin va même plus loin. Calvin, bien sûr, condamne l'oisiveté, condamne la paresse, mais aussi il condamne le chômage. Calvin condamne le chômage, mais pas les chômeurs, puisque les chômeurs sont la conséquence du chômage. En fait, pour Calvin, le travail, la richesse et la réussite professionnelle, l'ascension sociale ne sont pas condamnables s'ils sont des signes qui permettent à un chrétien d'être sauvé sans exploiter qui que ce soit. Et Calvin qui rappelle enfin que tout le monde n'a pas les compétences et les aptitudes pour réussir et que les riches ne doivent jamais oublier leur devoir, c'est de s'occuper aussi des plus pauvres, de mener une vie très austère, sobre. Il faut lire la Bible. Quant à l'argent, il doit être utilisé comme un moyen et pas un but. Avec le calvinisme et les patrons calvinistes, on est très loin, vous l'avez compris, du bling-bling et du matif-vu. Pour Calvin, le péché le plus grave, c'est de gaspiller son temps. Quant aux patrons mazamétains, ils correspondent à cette éthique, ils ont un véritable esprit d'entreprise. C'est une expression de Max Weber. Suivante. Voici un document magnifique et exceptionnel, puisqu'il est unique au monde, qui est au musée de Ferrières en dépôt. C'est une lettre patente de la reine Victoria. Ce dépôt du musée, si on regarde un petit peu et si on résume ce qui est écrit dans cette lettre, avec les sceaux royaux et qui est en fait une double lettre puisque ça s'ouvre et on peut lire à l'intérieur, ce qu'on ne peut pas voir sur ce document. C'est une réponse de la reine Victoria qui autorise les délaineurs à déposer un brevet de délainage pour les échanges entre l'Angleterre et le Tarn. Pourquoi choisir ce document exceptionnel? C'est parce que si on commence à parler des patrons, il faut rappeler cette diaspora provoquée par le refuge, les persécutions, et dire que les protestants ont fonctionné en réseau, et rappeler aussi la phrase de Fernand Braudel, une minorité, c'est un réseau. Ces réseaux protestants qui deviennent très vite au XIXe siècle un réseau commercial international assez phénoménal. Image suivante. Voilà quelques portraits de 4 patrons mazamétains. Je vais aller très très vite puisque Rémi Casas dans sa conférence en a parlé. En haut à gauche, Pierre-Élie Oulès et en haut à droite, Augustin Perrier, pour rappeler que ce sont ces deux premiers industriels qui ont fait venir d'Argentine les 2 premières balles de laine, 500 kilos, pour les faire délainer dans cette fameuse société des casernes à proximité du futur temple du Temple Neuf. En bas à gauche, Charles Sabatier, un véritable moderne.
modèle de l'esprit d'entreprise, constructeur, innovateur. J'en reparlerai dans un petit moment de Charles Sabatier. Et en bas à droite, Gaston Cormousoules. Lui aussi, je vais en rappeler rapidement. Que dire de ces patrons? Ils sont très attachés à ceux qui vont appeler leur maison. On ne parle pas d'usine ou d'entreprise. La maison Cormous, la maison Sabatier, la maison Guiraud. Ils deviennent de véritables bâtisseurs. C'est ça l'esprit d'entreprise. Créateurs d'emplois, d'activités invraisemblables. Tout ça, Mazamet, banque, société de courtage, douane, transport maritime. Oui, il y a une société de transport maritime à Mazamet, conditions publiques, laboratoire d'analyse, gare, tribunal de commerce, fabrique de colle. Puis, bien entendu, pour en terminer un petit peu, avant de voir autre chose sur ces patrons, une endogamie dès le début qui va créer de véritables dynasties. On se marie entre patrons, Cormous, Oulès, Olombel, Sabatier, Guiraud, Tournier. On pourrait dire aujourd'hui, quand on reprend et on peut les retrouver, et ils nous les ont prêtés, leur généalogie qui ont débouché sur ce qu'on appelle des dynasties de grands patrons. Image. Les 12 commandements des patrons, voilà un document qui m'avait été prêté, où l'on retrouve finalement, si on prenait, on n'a pas le temps, les 12 commandements les uns après les autres, toute la thèse de Max Weber. Le premier est assez extraordinaire, puisque tous les gens, aujourd'hui encore, qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vécu quand ils ont travaillé avec ces patrons protestants, que leur parole soit toujours sacrée. Pourquoi? Parce que pour ces patrons mazamétains, la parole donnée, c'est une parole donnée. On n'a besoin ni de contrat d'embauche, ni de contrat de vente. Une parole est une parole, elle est sacrée. Tous les autres relèvent un petit peu, à la fois, bien sûr, vous l'avez compris, du calvinisme, mais aussi de la théorie de Max Weber. Levez-vous de bonne heure, ne buvez jamais de boisson enivrante. Et le 12, qui est vraiment une référence à ce que va devenir Mazamet, déplacez-vous souvent ou employez vos fondés de pouvoir dans les grands centres de consommation et d'industrie pour y suivre les modifications du goût des consommateurs, etc., etc. Voilà qui relève bien de cet esprit du calvinisme chez les patrons protestants mazamétains. Si on faisait une thèse sur des grands centres textiles protestants, Elbeuf, Mulhouse, le nord de la France, on y retrouverait exactement les mêmes choses. Suivante. Alba la Source. Alors, un manufacturier, un grand industriel de l'époque de la Troisième République qui a fait dire à Patrick Cabanel, heureux comme un protestant sous la Troisième République. Cet Alba la Source est le neveu de celui qui a été guillotiné et que vous avez vu en portrait. Pourquoi parler d'Alba la Source? Parce que il est au conseil municipal. Il fait partie de ces patrons mazamétains qui s'engagent, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la République est proclamée le 4 septembre 1800, la Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870, et un mois après, Alba la Source écrit au gouvernement de Gambetta. Je vous lis ce qu'il écrit. La population de Mazamet, dont nous sommes l'organe, brûle à concourir à sauver la patrie et à fonder à jamais la République. Vive la République, une et indivisible. Ceci est écrit au moment où encore, et pour quelques années, la République est menacée, elle est fragile à la fois par la droite, l'extrême droite, les bonapartistes bien sûr, et les royalistes.
Voilà pourquoi, rappelez-vous le début de mon introduction, cet attachement des protestants à la République et aux valeurs républicaines est indispensable et qu'il faut le souligner. Suivante. Édouard Barbet, un maire protestant, industriel, lui c'est un filateur qui a une très longue carrière de maire, puis au Conseil général, puis ministre de la Marine, entre autres. Et il a, quand je dis longue carrière, il a fait partie de tous ces patrons. On pourrait en rappeler quelques-uns, Cazenave, Rouvière, Gardet, qui ont fait partie de cette litanie des patrons industriels mazamétains, mais également maires de la ville. Des protestants qui lisent Le Réveil du Tarn, ce journal hostile à l'ordre moral et à la droite catholique qui est lu à Mazamet. Suivante. Voilà une lettre aussi assez exceptionnelle. Jean Jaurès, qui était à l'époque professeur au lycée d'Albi, actuel lycée La Pérouse, qui avait déjà rencontré Élisée Brenac, un industriel. Cette lettre n'est pas datée. Les spécialistes de Mazamet pensent qu'elle a été écrite entre 1885 et 1886. Élisée Brenac, qui veut revenir à Mazamet pour rencontrer Élisée Brenac et, bien entendu, les ouvriers de son entreprise. Pourquoi? Eh bien, parce que Jaurès aurait aimé résoudre une espèce d'anomalie en venant à Mazamet. Quelle était cette anomalie? C'est que les patrons votaient républicains, puis radicaux, parce qu'ils étaient protestants. Les ouvriers, parce que catholiques, en dépit, c'est ça qui est le plus drôle, de leur affiliation à la CGT, votaient à droite et soutenaient, même en pleine messe, la famille du baron Reille, conservatrice et profondément hostile à la République. Et je vous lis un petit peu une partie elle est très longue, la lettre. Je vous lis le début de ce que Jaurès écrit à Élisée Brenac. Je voudrais montrer à vos ouvriers réactionnaires combien ils sont inconséquents de voter contre la République. Ceci, bien sûr, va avoir des conséquences et des répercussions. Patrons protestants, républicains et ouvriers catholiques conservateurs au moment des grèves de 1909. Suivante. Encore une lettre extraordinaire, qui est la lettre, je vous ai parlé tout à l'heure rapidement de Gaston Cormoussolès parce que je voulais insister avec cette lettre. Il écrit à Émile Zola, le lendemain même du premier procès intenté à Zola au moment de l'affaire Dreyfus, le 24 février 1891. C'est une lettre incroyable que je vais vous lire parce que sinon on ne comprendrait pas. Elle reflète l'enracinement des protestants dans l'histoire et leur engagement dans le camp des Dreyfusards. Il était tentant pour les protestants de Mazamet de tracer le parallèle entre les affaires Calas et Sirvin que j'évoquais rapidement et celles de Dreyfus. On pourra d'ailleurs, et j'en parlerai, parler du combat des protestants contre l'antisémitisme sous Vichy. Je vous lis la lettre que Gaston Cormoussolès adresse à Émile Zola. Honoré monsieur, plein d'admiration pour votre courage et la noblesse de vos sentiments, je fais cause commune avec vous et avec tous ceux qui éprouvent le besoin de justice et de vérité. Comme Voltaire pour Calas, mon infortuné compatriote, vous triompherez aussi un jour. J'en ai l'intime conviction. On vous conspue, on vous condamne aujourd'hui, demain on vous rendra justice. On dira que vous avez mérité de l'humanité. Je m'incline donc avec respect devant vous, monsieur, et vous prie d'agréer l'expression de mes meilleurs sentiments. Gaston Cormoussolès, industriel, chevalier de la Légion d'honneur. Gaston Cormoussolès, qu'aurait pu ajouter, comme bien d'autres patrons et bien d'autres pasteurs, francs-maçons, puisque beaucoup de protestants, on pourra en reparler, étaient francs-maçons.
Les protestants mahométains, parce que calvinistes, suivante. On peut passer à l'image suivante. Voilà. Je voudrais quand même rappeler encore, avant de passer à la suite, un document exceptionnel, peut-être, j'allais dire, unique au monde vu la date, 1909, qui est en fait la caisse de secours et de retraite de la maison, rappelez-vous ce que j'ai dit sur ces entreprises, de la maison Eugène Guiraud. C'est un document qui est délivré à Louis Cabrol, qui est entré dans cette maison le 15 octobre 1909, et un mois après, il reçoit tous les mois une aide pour avoir une retraite. On pense que c'est probablement un des premiers documents qui montre que ces patrons protestants faisaient du paternalisme et du travail social assez exceptionnel. Suivante. Le centenaire du délénage et le centenaire du délénage, en gros à gauche, pardon, l'affiche. 1851, rappelez-vous ce que j'ai dit, première balle de laine, 1951, le centenaire. Et à droite, une exposition qui a été tenue en 1951 pour le centenaire. Une exposition assez exceptionnelle qui montre bien la fierté de ces patrons qui ont réussi à faire de Mazamet le centre mondial du délénage. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le centenaire a donné lieu à de grandes festivités, des gens qui viennent de partout visiter l'exposition, rencontrer les patrons, rencontrer le maire de Mazamet. À l'occasion a été construite une cité qu'on appelle la cité du centenaire pour les classes modestes et les ouvriers, et plus tard, bien entendu, des villes de Mazamet qui vont marquer cette histoire, puisque quand on se promène aujourd'hui dans Mazamet, vous avez la rue Buenos Aires, la rue Montevideo, la rue Melbourne, la rue de Tasmanie, et la rue Sydney, et bien d'autres. Image. Alors, avant, oui, ça va faire le lien, puisque je n'ai pas d'image. Pour en finir avec Gaston Cormoussoulès, avant de parler de la suite, Gaston Cormoussoulès, tout de suite ou même pendant l'affaire Dreyfus, avec d'autres industriels de Mazamet et un pasteur, sont à l'origine de la création de la très laïque Ligue des droits de l'homme. Donc là, vous avez, c'était le lien. Pardon, tu peux revenir juste à l'école de la République, s'il te plaît. En arrière. Voilà, merci. L'école de la République. Rappelez-vous ce que j'ai dit, pour Calvin, un temple, une école. Il y a des écoles protestantes à Mazamet, dont une école de filles assez exceptionnelle qui deviendra l'école de la République, un logement pour les enseignantes et bien entendu une école maternelle pour garçons et filles. C'est quoi ces écoles faites et décidées et construites par des patrons? C'est que si on veut que les femmes puissent aller travailler dans des usines, puisqu'on a besoin de manœuvres, les enfants ne doivent pas rester à la rue. D'où ces écoles. L'école de la République, construite en 1860, mais qui va devenir très vite une école pédagogique au Berlin, assez exceptionnelle, cette pédagogie, et bien entendu, à partir des années 80 et plus tard, une école cédée à la commune de Mazamet, et rappeler que contrairement aux catholiques, les protestants ont joué sans arrière-pensée le jeu de la laïcité. Je reviendrai tout à l'heure. Image. L'école pratique, Rémi Casals en a parlé, même idée, c'est Charles Sabatier qui décide de construire une école pour les garçons, construite en 1887, mais Rémi Casals en a parlé. Suivante. En même temps, toujours pareil, l'enseignement, ce sont, j'allais dire, l'établissement
protestant et industriel qui est à l'origine de la Ligue de l'enseignement à Mazamet et dans le Tarn, pratiquement tout de suite après la création de cette ligue par Jean Massé. On y retrouve dans cette Ligue de l'enseignement tous les créateurs et tout l'établissement protestant, y compris en tête déjà la seule femme, Madame Veuve Édouard Cormoussoulès. Ce sont deux fils d'industriels, Gaston Tournier et Albert Vidal, qui, eux, plutôt que de suivre la lignée des patrons, se lancent dans l'écriture avec succès et bonheur. Gaston Tournier, qui devient le premier grand écrivain spécialiste de l'histoire du protestantisme, et Albert Vidal, dont Rémi Casals a parlé, dont je n'en parle pas, qui lui s'est plutôt penché sur des petites histoires de la vie locale. Suivante. Voilà un document sectionnel, toujours lié au calvinisme et au travail. En fait, une association qui s'appelle les Fourmis de France, créée dans le temps et surtout à Mazamet par mademoiselle Blanche Guillou, où on accueille des jeunes filles pour leur donner, bien entendu, en dehors de l'instruction traditionnelle, les grandes valeurs du travail. Deux grandes valeurs, celle qui va permettre de penser aux plus petits, vous l'avez tout à fait en haut, ne soyez pas paresseux à vous employer pour autrui, c'est-à-dire vous êtes aisé, vous faites partie peut-être d'une classe ou d'une élite, par penser à ceux qui n'ont rien. Et puis bien sûr, j'allais dire, pour renchérir cette phrase de Romain, celle de Matthieu, en bas du texte, « J'étais nu et vous m'avez vêtu ». Et c'est vrai qu'il y a toute une association liée aux Fourmis de France qu'on va appeler l'Ouvoir, qui va collecter des vêtements pour les plus démunis. Suivante. Toujours dans le même esprit, la première crèche à Mazamet, qui est une crèche privée, créée par souscription par des patrons, avec un très joli nom, la Goutte de lait, qui se trouvait à l'emplacement de l'actuel espace Apollo, c'est-à-dire la médiathèque, cinéma, salle d'exposition. Toujours dans le même esprit que l'école de la République, pouvoir accueillir des nourrissons et des enfants pour que les femmes puissent se rendre au travail. Suivante. Œuvre sociale encore, l'été au grand air pour pouvoir profiter du bon air de la montagne noire, la colonie de vacances du Séba, Grand Mentès, le Séba, la maison Guiraud qui accueille et qui organise des colonies de vacances pour les enfants de ses employés. Suivante. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots importants sur les années 40. Les années 40, pour dire que les protestants, bien sûr, ont partagé les malheurs, la tristesse et les difficultés de l'ensemble des Français, bien sûr, mais surtout avec leur spécificité. Et surtout dans cette région de Mazamet-la-Montagne, la mémoire des galères, la mémoire des persécutions, la mémoire de la clandestinité et la mémoire et le malheur de l'exil. Et toujours cette même inquiétude, rester en empathie vis-à-vis des minorités persécutées. Les minorités persécutées, les protestants ne le sont plus, mais il y a bien sûr là, les réfugiés espagnols et puis bien sûr les juifs dont je vais parler. Cette photo des réfugiés espagnols, tout simplement pour rappeler que Albert Vidal, dont j'ai parlé, et Eugène Guiraud vont profiter de la période trouble de la guerre pour transformer leur magasin de laine presque vide en hôpital pour les blessés républicains de la Retirade. Image suivante. Le pasteur Tirel, pour dire que pendant les années noires, les pasteurs
ont fait en chair, pour reprendre un petit peu ce qu'avait fait Job Jaffar au moment de la Révolution française, des discours très généreux, certains l'ont payé cher, le pasteur Tyrrell fait prisonnier. Dire aussi que dès la défaite française et surtout la collaboration, d'ailleurs très peu de Français ont collaboré, c'est l'extrême droite maurassienne qui représente une infime petite poignée de protestants français, à plus forte raison de protestants mazamétains, reprendre donc que des pasteurs, des industriels, à Alran, Vialaré, à Mazamet, des laïcs, des fermiers, sous différentes façons, vont essayer de résister au régime pétiniste et nazi, encore le mot résister, et surtout s'engager contre l'idéologie nazie. À Mazamet et la Montagne Noire, les zones de refuge qui existaient auparavant redeviennent des zones de refuge. Suivante. Voilà une photo assez exceptionnelle d'un jeune maquis qui, après une veillée de chefs scouts, vous les avez sous les yeux, organisée par leur chef, Guy de Rouville, à Vabre. La veillée avait lieu au Courtal. Ces jeunes chefs se retrouvent pour organiser un maquis à prédominance protestant. Ce maquis qui va devenir le maquis de Vabre, vous y voyez le chef au centre et de chaque côté, en premier plan, les jumeaux Fuchs, par exemple, qui vont faire partie de ces mazamétains engagés dans le maquis. Suivante. Le camp de Rennes en 1944, qui se trouve très proche de Vabre. Que dire encore pour arriver à comprendre ce camp? C'est que ces protestants qui sont habitués à fonctionner en réseau depuis le début du protestantisme, j'allais dire, vont pratiquer le sauvetage des Juifs, enfants bien sûr, adultes, et s'organiser de façon extraordinairement efficace. Chef scout, pasteur, fille épouse de pasteur, la FED, qui était la Fédération des étudiants, les IMCA, ils vont créer la CIMAD, dirigée par Madeleine Barrault, et ils vont être aidés en réseau avec l'OSE, l'Organisation du secours aux enfants, c'est une organisation juive, les autres associations juives, les éclaireurs israélites, la 6e, et puis bien sûr la Croix-Rouge, les prêtres. Pensez à la magnifique lettre de Monseigneur Saliège, les réseaux en couvent, la clandestinité, tout ça pour sauver des Juifs en cachette, en acheminés vers la Suisse de façon quelquefois extrêmement dangereuse. Pour en finir, puisqu'on a l'image qui nous a été prêtée, que plusieurs familles protestantes ont à Mazamet, ce sont deux cheftaines d'éclaireuses de Vabre qui sont juives qui sont justes parmi les nations, Simone et Hélène Ruland, qui grâce à tous ces réseaux, 6e, le pasteur Cook à Vabre, demande à 4 cheftaines éclaireuses de Mazamet d'organiser un voyage de jeunes fillettes et de jeunes filles, 37. Elles vont être habillées avec des tenues d'éclaireuses et grâce à la complicité des gendarmes, Mazamet, la population, surtout dans la montagne, la population de la montagne, le boulanger, elles vont organiser un faux camp et à partir de là, la 6e, qui est la branche, j'allais dire, armée résistante des réseaux juifs, ces fillettes ont toutes eu la vie sauve puisqu'elles ont été acheminées jusqu'en Suisse. Suivante. J'ai juste pour terminer cette époque extraordinaire de la résistance protestante en France, un diplôme d'honneur délivré par Yad Vashem, c'est-à-dire un diplôme de juste, celui du pasteur Cook, puisque je n'ai pas eu celui d'Élie Galtier, qui est mort au moment où je pouvais le voir et le scanner. Ce que je peux dire, c'est que de nombreux mazamétains, de nombreux tarnais, catholiques, protestants, et pas que des protestants, et pas que des pasteurs, figurent aujourd'hui sur le mur des justes au mémorial de la Shoah à Mazamet.
Suivante. Que dire pour terminer? Que reste-t-il de cette période de magnifiques maisons que les protestants appelaient des châteaux? Le château de Lassagne, qui appartient depuis le début à la même famille. Ces belles demeures sont souvent aussi devenues des chambres d'hôtes ou achetées par des professions libérales aujourd'hui, avocats, agents immobiliers, etc. Ce que je peux dire sur ces familles de Mazamétain, c'est que aujourd'hui, elles se passionnent toujours pour les mêmes choses, que les protestants votent toujours contre l'extrême droite et contre les totalitarismes et les intégrismes. Mais image suivante, que chaque année, lors du synode national, un rapport est fait de résolution envoyé au ministère de l'Intérieur, qui est le ministère des cultes, et à l'exécutif. Les sujets sont toujours les mêmes: débattre et revendiquer l'égalité homme-femme, le mariage homosexuel, parler des migrants, parler de la pauvreté, et que cette année en particulier, le président de la Fédération protestante, François Caveroli, vient réagir violemment et ouvrir une lettre en réaction à la loi sur le séparatisme. Il dit que les protestants sont contre cette loi sur le séparatisme qui va faire des dégâts collatéraux sur les protestants. Et j'en profite pour rappeler que les catholiques sont également contre cette loi. Pour les protestants et les catholiques, cette loi menace les libertés. Elles sont bafouées, elles sont en danger, et une inquiétude supplémentaire sur le sort des migrants. On peut dire aussi que cette loi, bien entendu, est dangereuse sur bien d'autres points. Je voudrais dire aussi, pour terminer, cette image, pour terminer, pour rappeler le lien entre ce que j'ai dit un petit peu comme fil rouge tout le long de mon exposé et ce qui se passe aujourd'hui. Sur votre droite, la population de Mazamet, une seule petite partie, puisque la photo prise représente la totalité de la population catholique de Mazamet, envahissant tout le quartier devant l'église de Saint-Sauveur au moment de la loi des inventaires en 1906, et à gauche, une caricature, bien entendu, qui est la propriété du musée Jean Jaurès à Castres. Dire quoi? C'est que à cette époque, le petit père Combe que l'on voit à gauche, au milieu, est anticlérical au possible, mais qu'il a une amitié particulière pour les protestants. Voilà pourquoi les protestants aiment bien cette caricature. On voit le petit père Combe avec sa hache essayer de séparer l'Église et l'État en tranchant le nœud de la discorde. Vous avez Marianne en bleu, blanc, rouge d'un côté, et de l'autre côté, le pape Pie X. Je rappelle juste ce qui n'a plus lieu aujourd'hui, bien au contraire avec le pape François, que Pie X était un pape intégriste, totalement intégriste, qui a appelé les catholiques français à la rébellion contre la loi de séparation des églises et de l'État. Au milieu, en haut à droite de la photo, Voltaire, bien sûr, qui triomphe et qui représente les Lumières. Et en bas à gauche, je rappelle que c'est une caricature pour rappeler peut-être qu'à cette époque-là, les prêtres, puisque là c'est un prêtre, pratiquer un petit peu trop d'abus. Ça, j'allais dire que c'est un coup de pied à l'Église catholique de l'intégrisme. Pourquoi rappeler tout ça? Parce que le message est qu'aujourd'hui, que ce soit les catholiques modérés, les protestants modérés, les musulmans modérés, sont pour rappeler que la laïcité est menacée, qu'il faut la protéger, et aussi par rapport à cette loi sur le séparatisme, rappeler peut-être le consensus des trois religions
contrôler à tout prix le flux financier qui provient de l'étranger. Un consensus, oui, de toutes ces religions qui font la guerre à l'intégrisme. Merci. Suivante. Pour terminer, encore un petit peu le fil rouge, des bijoux, les bijoux protestants. Du premier en haut à gauche, ce qu'on appelle la croix huguenote. Rappelez-vous ce que disait l'amiral de Coligny, fidèle à sa patrie, le premier bijou protestant en pleine révocation de l'édit de Nantes, et pour rappeler que malgré les malheurs, les protestants, attachés à beaucoup de choses, sont fidèles à la monarchie, puisqu'on y trouve la croix de Lys, et bien entendu le bijou protestant qui est en fait la croix de Malte. Celui du milieu qu'on appelle la badine, qui est un vrai bijou de notre région, Castres, Mazamet, la montagne, on ne le trouve nulle part ailleurs. La badine, en occitan badino, qui voudrait dire je me moque d'eux, mais qui voudrait dire aussi je ne badine pas, c'est-à-dire je ne rigole pas, c'est sérieux. Un bijou qui permettait d'afficher ostensiblement sa foi protestante, à condition de savoir que ce bijou était un bijou protestant, c'est-à-dire personne ne pouvait le savoir à part ceux qui le portaient. Sur la droite de cette époque-là, une autre façon d'affirmer sa foi, à la place de la colombe qui représente le Saint-Esprit, une larme pour rappeler la larme de ces femmes protestantes qui ont vu leur mari ou enfant déportés ou massacrés au moment de la révocation d'édit de Nantes. Aujourd'hui, en bas à gauche, des bijoux déclinés de toutes les façons sous forme d'un porte-clés où on retrouve juste la croix de Malte et en fait aussi plus moderne, toujours la croix de Malte stylisée et bien entendu la colombe qui peut, pour certains protestants aujourd'hui, outre le Saint-Esprit, peut s'associer à la colombe de la paix. Et en fait, toujours le bleu, blanc, rouge pour appeler les valeurs des protestants vis-à-vis, l'attachement des protestants vis-à-vis aux valeurs de la République française. Merci. Je reprends la main. Merci Claire-Lise déjà pour tout cet exposé. Et je vais essayer moi-même de me faire le porte-parole des participants lors de la visio en direct. On a essayé de se rappeler les principales questions qui avaient été posées. Donc, je vais me faire la voix des gens qui avaient posé les questions. Et pardon par avance si on en a oublié. Dans tous les cas, ceux qui auraient eu une question qui ne serait pas dans le replay, vous pouvez nous l'adresser par mail ou directement à Claire-Lise et elle se fera un plaisir de reformuler, de répondre à la question qui aurait été oubliée. Donc, deux grandes familles de questions. L'une qui concerne un peu les liens de la communauté protestante. Donc, premier lien, est-ce que tu peux nous parler un peu des liens entre communautés? Et notamment, on avait évoqué une autre communauté protestante importante qui était celle de Montauban. Oui, alors les liens entre communautés sont très très forts, surtout sauf 2020 et 2021, surtout lors des synodes, c'est-à-dire des rassemblements entre communautés où des représentants de chaque communauté se retrouvent sur un week-end pour travailler et réfléchir aux grands débats d'actualité dont je vous ai parlé, qui sont après déposés ou envoyés au ministère de l'Intérieur. Des communautés, alors bien sûr, il y en a qui sont proches, celle de Montauban, déjà géographiquement, beaucoup de liens, en sachant aussi que des Mazamétains ont vécu à Montauban, puis revenus à Mazamet pour la retraite. Oui, il y a des liens forts entre la communauté montalbanaise et la communauté mazamétaine, comme des liens avec la communauté nîmoise et montpelliéraine, en sachant que la faculté de théologie aujourd'hui se trouve à Montpellier, c'est-à-dire pas très loin de Mazamet. Voilà par rapport à Montauban. Ensuite, dans une histoire plus ancienne, notamment lors de la traversée du désert, comment les communautés arrivaient à se parler? Est-ce qu'il y avait quand même des communications qui se faisaient entre elles?
Oui, alors, c'est ça qui est extraordinaire. Pensez à ce que peut être le sud du département du Tarn à cette époque-là. Il n'y a pas de route. Il y a des chemins de charrettes, il y a des chemins muletiers, on se déplace à pied. Ça se mérite, hein. Qu'est-ce que c'est? Une terre ingrate, à part la vallée du Torré, très pauvre, misérable, des forêts qui ont permis justement la clandestinité. Euh, et les réseaux ont fonctionné, c'est-à-dire ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que n'importe qui au fin fond d'une métairie, d'une ferme, ou à Mazamet ou à Castres, ou éloigné à un lieu pas possible du côté des monts de Laconne, sait où se trouvent les assemblées du désert. Deuxième chose incroyable, c'est qu'au moment de l'assemblée du désert, les gens sont partis souvent la nuit avec leurs enfants, leurs bébés dans les bras, en famille. On marche la nuit pour arriver à l'assemblée du désert le matin très tôt. Et on retrouve des traces d'assemblée du désert, surtout autour de Saint-Jean-d'Elfrèche et dans la montagne des monts de Laconne, à 1000, 2000 ou 3000 personnes. Donc oui, le bouche à oreille, on marche et on en parle. C'est ça qui a d'intéressant. Est-ce que je réponds à ta question? Absolument. Donc, je pense que c'était l'objet de la question qui avait été posée. Autre question donc, qui concerne les liens avec d'autres communautés, tu as brièvement évoqué le fait que beaucoup de protestants mazamétains étaient aussi francs-maçons. Est-ce Oui. que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui. Alors déjà, dans l'histoire de la franc-maçonnerie, qu'on appelle la franc-maçonnerie moderne, c'est-à-dire spéculative, qui n'a rien à voir avec les maçons bâtisseurs, les bâtisseurs de cathédrales, qu'on appelle la franc-maçonnerie ancienne. On dit que la franc-maçonnerie est fille de la Réforme. Pourquoi? Eh bien parce qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie moderne, spéculative, deux choses. Premièrement, ce sont des pasteurs ou des descendants de pasteurs qui l'ont créé, c'est-à-dire des gens qui ont fui la révocation de l'édit de Nantes et qui se sont réfugiés en Écosse, par exemple, Anderson, en Londres, des Aguillés, plus un pasteur, le pasteur de Nîmes, le pasteur d'Aimont à Nîmes plus tard, ce sont des pasteurs ou des descendants de pasteurs qui ont créé la franc-maçonnerie. Quel est le lien entre cette franc-maçonnerie spéculative où on discute, où on débat, et le protestantisme? Eh bien justement, les valeurs de libre arbitre, les valeurs de liberté de conscience, les valeurs de libre examen, les valeurs d'humanisme et la valeur que tout être humain est identique à un autre être humain. Voilà ce que l'on retrouve à la fois dans le protestantisme et ce qui a plu à ceux qui ont créé la franc-maçonnerie, en sachant qu'à part pour le Grand Orient de France, qui est un schisme créé par un pasteur de Nîmes plus tard, à la fin du XIXe siècle, les autres, toutes les loges maçonniques issues de la franc-maçonnerie, qu'elles soient écossaises ou autres, prêtent serment sur le livre de Jean. Voilà pourquoi, et il y a beaucoup de pasteurs qui sont francs-maçons. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie est toujours condamnée par l'Église catholique, surtout depuis Benoît XVI et même, j'allais dire, avant, et qu'il y a des francs-maçons catholiques, mais qui ne le disent pas. Il y a des loges maçonniques juives, il y a des loges maçonniques musulmanes, il y a des loges maçonniques entièrement laïques, mais toute personne voulant adhérer à une loge maçonnique, s'il est parrainé, peut intégrer n'importe quelle loge, sauf celles qui sont des loges maçonniques complètement bizarres, pour pas employer de mots autres, puisque je veux ménager tout le monde. Il y a quand même des loges maçonniques assez ahurissantes aujourd'hui dans le monde, mais en France, non. Tout va bien. Parfait, merci. Deuxième groupe de questions qui concernait un petit peu la démographie et la population protestante locale. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu pourquoi, à ton avis, des protestants se sont installés
à Mazamet et quelle a été l'évolution de cette population, notamment en nombre de familles ou en nombre d'habitants, à travers les siècles? Oui. Alors, pourquoi des protestants à Mazamet? Je vais faire référence au travail, à l'excellent travail de mon ancien recteur, Philippe Joutard, historien, qui a fait sa thèse sur la guerre des Camisards, qui a été conseiller après au ministère de l'Éducation nationale, qui est un de ceux qui a parlé de bastion huguenot et qui a une phrase qui dit le Tarn qui charrie l'hérésie et les rivières qui charrient l'hérésie. À savoir que, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, il n'y a pas de route, il y a des chemins, il y a des chemins plus larges que d'autres, et que les idées de la réforme ont été colportées de village en village, de ville en ville, des villes toutes petites bien sûr à l'époque. On suit les rivières, on suit les fleuves, on suit la plaine du Languedoc, on remonte la vallée du Tourret et on s'installe là où l'on peut. Exemple, toute la région qui va justement de la Bastide, Saint-Amand, Mazamet, Aiguefonde, etc. et la montagne. La montagne qui va servir bien sûr en plus de lieu de refuge. Castres, bien entendu, grande ville de la Réforme, Montauban, le Tarn, bien entendu. Donc ces gens qui adhèrent immédiatement, comme je l'ai dit, aux idées qui vont leur permettre d'exercer librement ce qu'ils ont envie de faire et que ne peut pas faire le catholicisme, puisque exercer librement sa profession, ça voudrait dire gagner de l'argent. Or, c'est mal vu par l'Église catholique de l'époque. Je ne vais pas rentrer dans des débats que vous connaissez bien. Donc voilà pourquoi ils étaient là. Ils sont devenus de plus en plus nombreux parce qu'il y a beaucoup de petits artisans, l'artisanat urbain à Castres, à Mazamet, la petite bourgeoisie et tous ces grands bourgeois qui piaffent d'impatience parce qu'ils ont envie justement de développer leur talent dans les professions libérales et bien entendu dans l'industrie. Alors, ils étaient très nombreux. Je rappelle, fin du XVIIe siècle, 85% de la population de Mazamet, à Castres, très très nombreux. Dans la montagne, dans les villages sont protestants. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Eh bien, Une question, en valeur absolue, ça représentait à peu près quel nombre? En valeur absolue, pour Mazamet, à la fin du XVIIe siècle, 2000 personnes. D'accord. Voilà, 85% de la population. Mais à Opoul, c'était 97% du village d'Opoul. Et dans des villages de la montagne, du côté justement de Ferrières, de Vabre, et dans des tout petits villages, c'était aussi plus de 90% de la population dans certains villages. Alors aujourd'hui, en pourcentage, je ne peux pas te le dire, mais ce que je peux dire, c'est qu'au dernier recensement, il y a environ, parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu des radars, environ ou probablement 400 familles protestantes pour la communauté protestante de Mazamet, Aucillon, Pont de Larne, etc. Sur ces 400, peut-être, puisque la saisie informatique n'est pas faite, puisque des gens ne répondent pas et ne donnent pas leur adresse mail, il y a 200 familles qui cotisent sur une population de Mazamet, mais là que Mazamet, de 10 000 habitants, pensant qu'au Sillon, c'est à peu près autant, qu'il faudrait ajouter la population de Mazamet, d'Aucillon, de Mazamet, du Pont de Larne, pour avoir un chiffre précis. Les pourcentages d'aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, simplement que la population mazamétaine à Mazamet et environ, alentour, est infiniment minoritaire par rapport à l'ensemble de la population Mazamet et alentour. Voilà. Simplement, au niveau de la fréquentation et des gens qui participent activement à la communauté,
on a les deux communautés, catholiques et protestantes, ont exactement les mêmes problèmes, des communautés qui vieillissent, puisque Mazamet et alentours sont des villes qui vieillissent. Les jeunes sont partis pour des raisons de travail essentiellement et ne reviennent pas, ou quelquefois à la retraite, et que les catholiques de Mazamet et alentours ont exactement les mêmes difficultés, c'est-à-dire de moins en moins de monde aux assemblées religieuses et de moins en moins de monde qui participe à ce qu'on appelle le denier du culte. D'accord. Là, tu me donnes un petit peu une transition. Est-ce que tu peux juste évoquer peut-être à partir de quelles années les mariages mixtes, moi j'en suis un exemple, ont été, je dirais, acceptés dans le mazamétain? Alors, les mariages mixtes, bon, tu as parlé du tien. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que j'ai dit sur les tensions théologiques entre les membres des communautés protestantes de Mazamet. La réunification, imaginez, n'a eu lieu qu'en 1988. Et jusqu'en 1988, chez les personnes, on va dire chez les anciens protestants, quand un protestant du temple épousait une protestante de l'oratoire ou vice-versa, on parlait déjà de mariage mixte, c'est-à-dire d'une mauvaise alliance. Alors imagine entre un protestant et une catholique ou entre une protestante et un catholique. Donc progressivement, par rapport à ce que tu dis, les mariages entre protestants et catholiques ont été mal vus pendant très très longtemps, je pense, parce que j'en ai interrogé beaucoup, pour différentes raisons. Dans la bourgeoisie, et en particulier dans la bourgeoisie industrielle et les professions libérales, surtout notaires par exemple, et bien d'autres, il y avait ce problème de transmission d'un héritage et de transmission d'un patrimoine qui était important. Voilà pourquoi l'endogamie a continué. Et dans les catégories les plus modestes, c'était parce que les classes sociales se mélangeaient très peu, sauf justement, j'allais dire aussi bien chez les catholiques que chez les protestants, le brassage social se faisait à l'école, au collège, au lycée et dans les mouvements sportifs et les mouvements de jeunesse, heureusement. Mais c'est assez récent que les mariages mixtes, comme tu l'appelles, se font sans aucun problème. C'est-à-dire, si le mariage se fait au temple avec la présence du prêtre qui participe au mariage, et si le mariage se fait à l'église avec la présence du pasteur, j'y ai assisté, d'ailleurs pour une de mes filles, et non, ça se fait fréquemment à la demande des mariés, bien entendu, et les parents plus ouverts maintenant, bien entendu, qui acceptent ceci. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est récent, hein, les mariages vraiment mixtes. Tu as parfaitement répondu, merci. Et la dernière question qui nous a été aussi posée concernait, entre guillemets, ce que je peux appeler des sortes de flux migratoires à l'intérieur du Tarn Sud. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des périodes où les protestants étaient plutôt dans les villes ou villages et à d'autres moments plutôt dans les hameaux ou dans des habitations plus en retrait? Est-ce qu'il y a eu des périodes différentes, voilà, par rapport à la localisation des protestants dans le Tarn Sud? D'accord. Alors, l'immigration, oui. Par exemple, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, beaucoup de Mazamétains et de Castrés se sont réfugiés dans ce qu'on appelle le refuge du Tarn, c'est-à-dire la montagne, les monts de la Cône, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup plus de villages et de hameaux côté mont de la Cône que côté montagne Noire. La montagne Noire, l'avantage plus tard, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ça a été un atout, mais la montagne Noire est restée sauvage et intacte, donc avec très très peu de gros bourgs et de gros villages. Donc les habitants de Mazamet et les habitants de Castres se sont réfugiés
plus dans les mondes de la com. Simplement, pour en revenir aux migrations actuelles, il faut dire que, je vais revenir à ce que j'ai dit sur ouvriers catholiques et patrons protestants, les gens des montagnes, Montagne Noire et Mont de la Cône, des deux montagnes, sont descendus dans la plaine, en ville, parce qu'il y avait du travail. Et dès la fin du 19e siècle, dès que ces grandes entreprises dans toute la vallée du Torrey, y compris à Castres, puisque Castres s'est spécialisé surtout dans les tissages, les filatures. Mazamet, c'était le délainage, la mégisserie et les filatures, il y avait les trois activités. Il y avait du travail pour tout le monde, plein emploi. Rémi Casals a rappelé que dans l'usine Alba-la-Source, il y avait 500 employés. Les usines Cormoussoulès employaient plus de 500 personnes. Et les usines Cormoussoulès, pardon, Eugène Guiraud, il y en avait à la Bastide, à Saint-Amand, à Mazamet. Donc, créatrices d'emplois. D'où venaient les gens? Des campagnes, puisque ces familles nombreuses, dans des terres ingrates, n'arrivaient pas à nourrir toute la famille donc on allait à la ville pour travailler. J'ai même rencontré des familles, j'en ai fréquenté, de gens qui ont aujourd'hui entre 90, on va dire entre 85 et 100 ans, qui quand je les ai rencontrés pour les interviewer, enfants des campagnes, qui vivaient encore dans des fermes misérables, des métairies, faisaient 2 journées à l'usine. Une le matin dans une usine de 6 heures à midi ou 1 heure et une l'après-midi pour couper les pâtes, c'est-à-dire travailler sur les pots dans une autre usine. Donc ce brassage de population, c'est vraiment effectué des montagnes et des métairies pauvres et misérables autour de Mazamet et Castres jusque dans le bassin de la vallée du Torrey et de la Goutte. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je pense que cette réponse sera aussi un peu le mot de la fin. Je vais quand même te laisser nous donner une petite conclusion et puis je conclurai derrière toi. Voilà, moi en tout cas, je souhaite bien évidemment te remercier. C'était un travail, comme tu l'as souligné, qui était compliqué, de synthèse, qui s'adressait aussi bien à l'Association des Tarnés de Paris, donc peut-être des participants moins au fait de l'histoire locale du mazamétain, mais qui s'adressait aussi à des mazamétains pure souche qui eux-mêmes connaissaient déjà pas mal de choses. Donc j'espère que tout le monde y aura trouvé son compte. En tout cas, moi, je tiens à te remercier pour le travail que tu as fait et la qualité de documents qui ont été produits. Je profite également pour remercier Étienne, donc, qui était derrière en back-office et qui a assuré tout le montage de la présentation. Donc, merci à Étienne. Et puis, un petit coup de coucou à Charles, donc, qui nous a assisté également pour tout ce qui était connexion et qui va également m'aider à mettre cette visioconférence en ligne donc sur notre page Facebook. Voilà. Donc, je te repasse la parole, Claire-Lise, pour un dernier message, si tu veux, donc, aux participants. Pour information, nous étions en direct une petite cinquantaine, donc c'était un très beau score. Merci François. Oui, alors, bien sûr, tu m'avais tendu, c'était pas un piège. Mon souci, c'était d'arriver à parler de 500 ans d'histoire de protestantisme à Mazamet en l'espace d'1 heure, 1 heure et demie avec le débat et les questions. Donc, bien entendu, il y a peut-être, et je m'en excuse auprès des gens qui sont frustrés parce que je n'ai pas pu parler de tout. Je rappelle, puisque ça c'est déjà fait pour la première fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je peux y répondre personnellement. Ça ne me gêne pas, au contraire, ça me fait plaisir. Nous en avons déjà reçu. Bon, voilà. Ça, je voulais le dire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je sais, puisque je les ai rencontrés ou entendus, qu'une petite demi-douzaine de mazamétains n'ont pas réussi à se connecter. Donc, ils auront la conférence sur Facebook et en s'adressant à François directement, ils pourront reprendre cette visioconférence et à partir de là, après l'avoir entendu, pouvoir m'interpeller et me poser toutes les questions qu'ils ont envie de me poser. Sinon, merci à tous et merci à François, à Charles, bien sûr, et à l'association
des Tarnés de Paris. Et à Étienne, donc. Et Étienne, bien sûr, sans lui, j'aurais pas eu le temps de faire tout ça. Il m'aurait fallu des jours et des nuits afin de faire toute seule mon montage. OK. Bon, ben, merci à tout le monde. Et puis, donc, à très vite. Je vous dirai quand le replay est à disposition sur notre page Facebook. À bientôt. Et D'accord, puis, ben, merci. on a d'autres visioconférences en projet, donc je vous tiendrai au courant dès que l'une d'elles sera prête. Merci Merci. à tout Au le revoir monde. à À tout le bientôt. monde. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Merci.